Depuis l'avènement de nos sociétés libérales, on a généralement tendance à mettre sur un piédestal cette fameuse idée de la liberté. Que ce soit pendant un road trip, ou en envoyant chier un policier, ou en écoutant du Tom Petty en chantant très fort. 'Cause I'm free falling. On donne toujours l'impression que la liberté, c'est le fondement même de notre existence. C'est d'ailleurs pas étonnant que cette sacro-sainte liberté fasse désormais partie intégrante de nos chartes aujourd'hui. Si je vous disais qu'il n'y a que dans l'angoisse qu'on fait véritablement l'expérience de notre liberté, est-ce que vous auriez peur? Si je vous disais que notre sacro-sainte liberté n'était pas en fait un cadeau, mais plutôt le pire des châtiments imaginables, auriez-vous peur? Or, c'est exactement ce que l'on va chercher à démontrer avec notre philosophe du jour, Jean-Paul... Monsieur Lagacé! Monsieur Ketchup, c'est-tu encore vous? Monsieur Lagacé, afin de vous remercier, j'ai peint un portrait à votre effigie. Ha! Check-les, le gadaille qui s'en va lâcher le peteux de Monsieur le professeur! Vous êtes une abomination! Ha! Ben oui, toi! Vous n'êtes qu'un ramassis de plancton! Pardon? Vous n'êtes qu'une vidange! Hey, cherche-moi pas mon tabarnak! Un gros de piment! Tabarnak! Une toute petite paire de couilles! Mon esti tabarnak du con! Votre mère aurait dû vous avaler! M'en va t'arracher ta l'étiquette, mon os! Une bouteille sale, puis je vais te chier dans le goulot! Moi te percer ma c***! Puis la reliche, c'est meilleur! Wow! Vous allez quand même pas commencer à vous chicaner en plein durant le dernier cours de la session? C'est lui qui a commencé! En tout cas, je vous regarde aller puis je me rends compte que Sartre avait bien raison. L'enfer, c'est les autres. Bon cours tout le monde. Bonjour à toutes et à tous, en direct de la forteresse de Charlesbourg et du ghetto de Québec, votre humble serviteur ici présent, toujours là pour vous présenter le meilleur de la philosophie moderne. Et aujourd'hui, c'est un jour fatidique, c'est le dernier cours de la session! Évidemment, toute bonne chose a une fin et j'ose espérer que ce cours vous aura permis de développer votre curiosité intellectuelle à l'égard de la philo et que ça vous amènera à faire des recherches et continuer à lire et à vous intéresser à l'histoire des idées. Aujourd'hui, on a un très gros programme parce qu'on va littéralement boucler la boucle de ce cours de philo 2. On a effectivement amorcé la session avec Descartes qui nous disait qu'on était des êtres rationnels et que, ce faisant, nous étions des êtres fondamentalement libres. Mais on a vu que cette position-là allait manger une sévère volée par la suite avec Nietzsche et Freud qui allaient nous démontrer que nous n'étions pas si libres que ça et que nous étions plutôt pleinement déterminés. Et avec la théorie de Marx, on a vu un auteur qui finalement tentait de concilier déterminisme et liberté. Même si on était déterminé par les structures sociales, il serait possible, selon lui, de ménager un certain espace à la liberté dans l'acte révolutionnaire. Or, aujourd'hui, on boucle la boucle parce qu'on va essayer de redonner ses lettres de noblesse à cette fameuse idée de liberté. Mais pas de la manière dont vous imaginez. En effet, l'auteur d'aujourd'hui, Jean-Paul Sartre, nous dira que nous sommes fondamentalement libres. Mais nous ne sommes pas simplement libres, nous serions condamnés à être libres. Ces mots-là sont très très forts parce que ça veut donc dire que la liberté, ce serait pas un cadeau du ciel, ce serait pas un bienfait, ce serait un châtiment, une punition qu'on n'aurait pas le choix d'assumer.
Donc effectivement, il est fort possible que cette fameuse idée de liberté, vous allez juste avoir envie de la crisser au vidange, puis que vous allez vous dire, me semble que c'est pas mal plus facile de se voir comme des êtres névrosés puis des pervers sexuels en puissance comme le pensait Freud. Mais qu'a-t-elle de si dérangeante cette vision sartrienne-là de la liberté? Ben, c'est ce qu'on va voir dans un instant. Et avant toute chose, essayons d'abord de connaître un petit peu plus intimement ce cher Jean-Paul. Sartre est un philosophe, essayiste, dramaturge, romancier qui est né en 1905 à Paris et mort en 1980 dans la même ville. C'est donc un penseur qui, tout comme Marx, n'est pas simplement un philosophe, c'est aussi un homme de lettres et aussi un homme d'action, comme on le verra un peu plus tard dans le cours. En effet, comme on le verra un peu plus tard, la philosophie pour Sartre fait littéralement corps avec la praxis politique, c'est-à-dire l'engagement militant pour transformer le monde et la société dans laquelle on vit. En France, il sera d'ailleurs la figure emblématique de ce qu'on appelle l'intellectuel engagé. Durant sa jeunesse, le petit Jean-Paul vit dans un milieu très bourgeois. Sa mère étant issue d'une grande famille d'intellectuels et son père étant un polytechnicien, Jean-Paul aura une vie très aisée. C'est ce qui lui permettra donc de découvrir très jeune la littérature. Il va d'ailleurs préférer de loin la compagnie des livres à celle des autres enfants. À 16 ans, alors qu'il est au lycée, Jean-Paul devient littéralement le bouffon de la classe, mais un bouffon génial. Et de là, on constate que le jeune Jean-Paul a déjà très tôt dans sa vie ce goût prononcé pour le combat et la provocation à l'égard de l'autorité morale. Et ce tempérament très contestataire, cette volonté de faire face à l'adversité, eh bien, elle transparaîtra de manière éclatante dans les engagements militants et politiques de Jean-Paul un peu plus tard dans sa vie. En 1929, Sartre obtiendra son agrégation en philosophie et commencera dès lors à enseigner à l'Université du Havre. En 1938, Sartre publiera son premier ouvrage, La nausée, qui est en fait un roman qui raconte l'histoire de Roquentin, un célibataire de 35 ans, amoureux d'histoire, qui va prendre conscience de l'absurdité de son existence. Ce roman-là sera d'ailleurs au cœur de la théorie de l'absurde que Jean-Paul Sartre développera par la suite. La notoriété grandissante de Sartre qui apparaîtra après la publication de son premier roman va être cependant rapidement éclipsée avec le déclenchement de la Seconde Guerre mondiale et Sartre sera d'ailleurs mobilisé en septembre 1939 pour aller combattre à la guerre. Malgré les circonstances dramatiques, Sartre aura quand même un peu de chance parce qu'il sera mobilisé non pas comme soldat pour aller se battre au front, mais plutôt comme soldat météorologiste. Donc sa job, c'est comme celle de Colette à TVA. Il check la météo, puis il informe ensuite les bataillons de la température qu'il va faire dans les prochains jours. Et surtout, le grand avantage de cette fonction-là, c'est que ça lui laisse énormément de temps pour écrire, méditer et concevoir ce qui deviendra plus tard son système philosophique. Mais en 1940, coup de théâtre, Jean-Paul est fait prisonnier par les Allemands et envoyé dans un camp de détention en Allemagne. Cette expérience de prisonnier-là va d'ailleurs le marquer énormément. C'est durant cette période-là qu'il va apprendre ce qu'est la solidarité avec les hommes. Son expérience dans le camp de détention lui enseignera donc l'importance de collaborer, coopérer et d'aider son prochain. Ce qui va faire en sorte que Jean-Paul Sartre, l'individualiste des années 30, va disparaître et Jean-Paul va plutôt commencer à s'engager dans sa communauté pour changer les choses et aider les autres. Et c'est donc pourquoi tout le reste de sa vie sera campé sous le signe du militantisme et de l'action politique. Lors de la libération de la France, il fondera notamment la revue Les Temps modernes, dans laquelle il étalera ses conceptions philosophiques et politiques. C'est donc à partir de ce moment-là que Jean-Paul Sartre considère qu'un véritable intellectuel digne de ce nom, c'est d'abord et avant tout un homme d'action qui s'engage dans sa communauté. Faites pas juste un dude qui s'enferme dans un poêle puis qui médite sur l'idée de perfection dans sa tête. Know what I'm saying? Mon petit Christ de baveux. Durant les années 50, Sartre se rapprochera beaucoup du Parti communiste et il participera de plus aux révoltes de mai 68 en France. Fait intéressant, ce cher Jean-Paul, qui était dès l'origine un bouffon et qui aimait beaucoup faire scandale, en 1964
va lui-même refuser le prix Nobel. En effet, Sartre va refuser le prix Nobel de littérature parce que selon lui, aucun homme de son vivant ne mérite d'être consacré de la sorte. Faites pas Jean-Paul, tant et aussi longtemps que vous n'êtes pas un cadavre mangé par les vers, ben vous méritez pas de vous faire taper dans le dos. Lorsqu'on fait référence à Sartre dans l'histoire des idées, on en fait souvent la figure emblématique d'un mouvement philosophique hyper important au 20e siècle, l'existentialisme. Qu'est-ce que c'est exactement que la philosophie existentialiste? Ben, c'est une doctrine qui va affirmer que l'existence, c'est quelque chose de plus fondamental que l'essence, c'est-à-dire l'être fondamental ou les principes premiers de la réalité. Et on le verra, ce prima accordé à l'existence mènera à l'idée selon laquelle nous bénéficions d'une liberté absolue qui est éprouvée dans l'angoisse. Mais de que ça veut dire? Mais ne vous en faites pas, on va revenir plus longuement sur cette idée-là un petit peu plus tard. Pour l'instant, il est important de comprendre quel était le contexte historique d'émergence de ce nouveau mouvement philosophique-là qu'on appellera l'existentialisme. Parce qu'effectivement, la naissance de l'existentialisme est alimentée par un événement capital au 20e siècle, la Première Guerre mondiale. Dans l'imaginaire collectif actuel, on fait souvent référence à la Seconde Guerre mondiale, avec le national-socialisme, le nazisme, Adolf Hitler, etc. Mais pourtant, lorsqu'on regarde concrètement l'histoire, on se rend compte que la Première Guerre mondiale avait quelque chose d'extrêmement barbare, sinon presque autant ou plus que la Seconde Guerre mondiale, mais pour des raisons différentes. La Première Guerre mondiale fait effectivement plus de 10 millions de victimes. Ça peut effectivement paraître un peu faible si on compare ça aux 50 à 70 millions de morts durant la Seconde Guerre mondiale, mais il faut comprendre que cette Première Guerre mondiale-là apparaît littéralement comme un choc au début du 20e siècle. En effet, à l'époque, personne ne pouvait s'imaginer que des sociétés civilisées puissent utiliser des moyens aussi barbares pour parvenir à leur fin. Qu'on puisse utiliser des gaz asphyxiants ou bien des armes de destruction massive, c'était quelque chose qui dépassait l'imaginaire. Et surtout, pour la première fois dans une guerre conventionnelle, les populations civiles étaient directement visées, ciblées par les militaires. Ce qui fait qu'on assistait à des massacres de personnes innocentes comme on n'en avait jamais vu dans l'histoire. Cet événement dramatique-là du début du 20e siècle remet donc radicalement en question tout ce que le fameux 18e siècle, c'est-à-dire le siècle des Lumières, avait mis de l'avant. Le siècle des Lumières, je vous le rappelle, nous disait que grâce au savoir rationnel, au savoir scientifique et technique, on allait pouvoir créer des conditions de possibilité d'une meilleure vie pour tout le monde. On allait pouvoir mettre fin à la violence, aux guerres, à la pauvreté, aux maladies. Bref, les progrès de la rationalité devaient nous permettre de parvenir à un meilleur monde et nous permettre de vivre une meilleure existence. Donc cette idée qui s'était imposée comme une évidence au 19e siècle se trouve totalement ébranlée. On se rend compte que la science et le savoir rationnel peuvent aussi être mis au service de la mort et de la destruction. Et la Seconde Guerre mondiale, qui éclatera par la suite en 1939, va littéralement sonner le glas de cet espoir qu'on nourrissait dans les forces et les potentialités du savoir rationnel et scientifique comme moyen de parvenir à un monde meilleur. En effet, durant l'Holocauste sous le régime nazi, la science, la technique et la rationalité n'ont jamais autant été mises au service de la mort et de la destruction. Ce sont plus de 5 millions de personnes juives innocentes qui seront exécutées froidement, administrativement, grâce à quoi? À ce fameux savoir rationnel dont on a fait tant la promotion au 18e et au 19e siècle. On se rend alors bien compte que ce sont les institutions modernes, scientifiques, technologiques qui ont rendu possible l'Holocauste, la Shoah, le massacre administré de la communauté juive durant la Seconde Guerre mondiale. D'ailleurs, si vous n'avez jamais vu des images d'archives de camps de concentration, allez voir le documentaire qui s'appelle Nuit et brouillard. Mais de grâce, écoutez pas ça en mangeant de la pizza, ça va vous couper l'appétit bien raide. Mais ces images-là sont aussi fascinantes qu'elles sont effroyables.
C'est donc dans ce contexte de vaste déception à l'égard des progrès de la rationalité que va naître et apparaître l'existentialisme. Ce mouvement philosophique-là va donc essayer de répondre aux problèmes de la barbarie qu'on a connue durant les 2 dernières guerres mondiales. Lorsque le cerveau de la solution finale, Adolf Eichmann, c'est-à-dire celui qui a mis sur pied le système par lequel on déportait les Juifs vers les camps de concentration, lorsque celui-ci va être arrêté et traduit devant la justice en 1961, Adolf Eichmann va avoir une drôle de manière de se défendre de ses actes. En effet, lors de ce fameux procès qui se déroulera à Jérusalem et qui a été couvert par les médias partout dans le monde, Eichmann va plaider son innocence et va se défendre en disant « dans le fond, ce que j'ai fait, je l'ai fait, mais pas parce que je le voulais, c'est parce qu'on m'a obligé à faire. Tout ce que je faisais, c'était que je répondais des ordres qui m'étaient donnés. » Donc Eichmann dira qu'il ne se sent pas responsable de la mort de 5 millions de Juifs parce qu'il ne faisait que son travail de fonctionnaire, il ne faisait que répondre des ordres qu'on lui avait donnés. C'est drôle, hein? Ça ressemble bizarrement au discours des policiers qui tuent et violentent des personnes innocentes ces jours-ci. Et ce sera justement ça pour la philosophie existentialiste de Jean-Paul Sartre qui constituera le problème majeur qui expliquera l'avènement de la Première puis la Seconde Guerre mondiale et plus largement de la barbarie dans le monde. Le problème, c'est la responsabilité. La philosophie n'aurait pas adressé avec suffisamment d'ardeur et de vigueur le problème de notre responsabilité dans le monde. Pour Sartre, Eichmann est coupable, contrairement à ce que ce dernier va plaider, parce que justement, il a agi. Et à partir du moment où vous agissez, vous exercez votre liberté et ça fait, ce faisant, de vous des êtres responsables des conséquences de vos actions. Pour comprendre ce principe capital dans la philosophie de Jean-Paul Sartre, il faut d'abord adresser puis essayer de comprendre la thèse première de Sartre, c'est-à-dire que l'existence est sans fondement. En effet, le point de départ de la philosophie existentialiste et de la pensée de Sartre, c'est celui d'un constat, le constat de l'absurdité de l'existence. En effet, pour Sartre, tout comme Nietzsche, la vie est fondamentalement absurde, c'est-à-dire qu'elle n'a pas de sens en soi. Il n'y a pas de chemin tracé à l'avance. Il n'y a pas de valeur inscrite dans un ciel intelligible qu'on devrait suivre pour bien vivre. Non, la vie en soi n'a pas de sens. Elle est absurde. Pour le croyant, ou à tout le moins pour celui qui croit qu'il y a une réalité suprasensible plus grande que lui qui commande sa vie, l'existence est relativement simple. C'est-à-dire que l'existence, ce n'est rien d'autre qu'un chemin tracé. C'est un destin avec des commandements, des événements qui sont faits pour arriver. Et dès lors, le croyant, pour bien vivre sa vie, tout ce qu'il a à faire, c'est suivre les commandements divins, suivre les commandements qui lui sont prescrit. Sa raison d'être, c'est donc simplement de faire la volonté de Dieu sur terre, donc en suivant les commandements qui sont inscrits dans les textes sacrés. Donc Dieu est déjà un guide, il y a donc un chemin qu'on a déjà à suivre. Mais pour Sartre, c'est absolument le contraire. Non seulement la vie est absurde, mais Dieu n'existe absolument pas. L'existentialisme de Sartre, c'est donc un athéisme. Il n'y a pas de Dieu. Dieu n'existe pas dans la pensée de Sartre. Il n'y a pas d'arrière-monde, il n'y a pas de principe éternel. Sartre va dire « l'homme est seul et sans béquille ». La philosophie sartrienne dira même que l'homme est littéralement jeté dans le monde, c'est-à-dire que sa vie n'a aucun sens. Il n'y a pas déjà de chemin tracé à l'avance. Il n'y a rien qui lui dicte ce qu'il doit être avant même qu'il fasse ses choix et qu'il pose ses actions. Il n'y a aucune nécessité à sa présence sur Terre. Il n'y a aucune raison donnée d'avance. L'homme existe, un point, c'est tout. C'est pourquoi Sartre dira que l'existence de l'homme est ancrée dans la
facticité, c'est-à-dire que l'homme n'a absolument aucun repère et il se retrouve dans l'impossibilité justement de trouver des repères pour fonder sa vie. L'être humain se trouve donc dans l'impossibilité de trouver des valeurs données d'avance qui donneraient un sens à sa vie. Au contraire, il est dans l'obligation de lui-même créer ces valeurs pour donner un sens à son existence. C'est un constat pour le moins gênant, parce que ça veut dire que l'être humain est responsable de construire lui-même les repères qui vont orienter sa vie. Puis ça, c'est une maudite grosse job. Fait qu'en bref, pour vous résumer tout ça avec beaucoup de douceur, ben pour Jean-Paul Sartre, vous êtes rien. Vous êtes une marde dans l'univers. Vous existez, c'est tout. Votre vie n'a pas de sens en soi. Vous pourriez ne pas être là, puis ça serait pas grave. Ça changerait sweet fuck all. Vous n'êtes rien, vous naissez seul et vous mourrez seul. Je l'étudie assez clairement? Vous êtes rien. Vous êtes une marde. Vous êtes une crotte. Vous n'avez pas d'importance. Vous n'êtes qu'une petite trace de ketchup dégueulasse sur votre belle robe de bal neuve. Tabarnak! Mais évidemment, je vous le rappelle, tout ça n'est que l'opinion de Jean-Paul Sartre et non pas celle de votre humble serviteur. Ce constat-là du caractère contingent de l'existence humaine, c'est-à-dire de l'absurdité de notre vie et aussi de notre impossibilité à trouver des repères donnés d'avance, va amener Jean-Paul Sartre à formuler son hypothèse fondamentale. Quelle est cette hypothèse de la plus haute importance? L'existence précède l'essence. What the fuck? L'existence précède l'essence. Autrement dit, notre vie précède notre destin. En effet, pour Sartre, l'être humain existe d'abord et il se définit par la suite. C'est-à-dire que nos possibilités ne sont pas délimitées par une essence, une espèce de définition de ce que serait notre vie qui serait là avant même notre apparition. Au contraire, on existe d'abord et on définit notre vie par la suite. Je vous donne un petit exemple pour que vous me compreniez bien. Imaginez que Cardi B décide de se construire une maison. Si Cardi B veut se construire une maison, la première étape, ce sera toujours quoi? Ce sera d'imaginer un plan, de faire le plan de la fameuse maison qu'on veut construire pour bien placer les éléments à leur place et ensuite le réaliser concrètement par la suite avec des matériaux réels. Donc, construire une vraie maison, ça suppose d'abord de passer par une étape qui est comme une étape d'imagination où est-ce qu'on va définir l'essence de la maison avant de la construire. Parce que sans plan, on ne sera jamais capable de la bâtir pour vrai, cette maison-là. Et bien, le fameux plan dont je vous parle, c'est ce qu'on appelle l'essence en philosophie. C'est la définition, c'est ce que doit être la chose avant même sa réalisation, son actualisation. Donc, lorsqu'on crée un objet, avant même de le construire, cet objet-là, on doit se faire une idée de ce qu'il sera. On doit se faire une idée de à quoi il va ressembler, à quoi il va servir. Donc, on le définit, on lui donne une essence avant même qu'il existe concrètement, c'est-à-dire qu'on le construise. Dès lors, pour un croyant, notre existence est identique à celle de ce fameux objet qu'on cherche à construire. En effet, pour un croyant, Dieu, avant même de nous créer, doit s'être fait une idée de comment on allait être. Il devait donc, dans sa tête, donner une définition de l'être humain, c'est-à-dire créer une essence dans son esprit qui allait ensuite lui permettre de nous réaliser conformément à cette idée-là. Donc, contrairement à ce que Jean-Paul Sartre nous dit, pour une personne croyante, c'est l'essence qui précède l'existence. Dieu nous a imaginé, nous a donné une définition, une essence, une raison d'être, avant même que l'on existe, qu'il nous crée littéralement et qu'il nous mette dans le monde. Mais pour Jean-Paul Sartre, c'est tout à fait le contraire. Pourquoi? Parce que Dieu n'existe pas. Il ne peut donc pas y avoir quelqu'un ou quelque chose qui définirait l'essence humaine avant même que l'être humain apparaisse sur Terre. Donc pour Sartre, c'est la proposition inverse qui est vraie, c'est-à-dire que l'existence précède l'essence.
L'être humain n'est donc pas défini par son essence, mais plutôt par les choix qu'il va effectuer au cours de son existence. L'être humain est donc jeté dans le monde. Il n'a pas d'essence qui le prédéfinit. Au contraire, il existe d'abord et ensuite il se définit de par les choix qu'il va effectuer au cours de son existence. C'est pourquoi Sartre dira que l'homme fait l'expérience du délaissement. L'être humain ne peut trouver de fondement ni en lui-même, ni hors de lui. Comme on disait tout à l'heure, il est seul et sans béquille. Donc la seule issue pour Sartre dans ce contexte-là, c'est l'engagement vers l'avenir. C'est-à-dire que l'homme doit lui-même créer des valeurs qui donneront un sens à sa vie. C'est ce qui amènera Sartre à dire que l'homme, au final, n'est rien d'autre qu'un projet. L'homme est un projet, c'est-à-dire qu'il est quelque chose qui se définit de par les choix qu'il fait dans le cadre de son existence. L'être humain, selon Sartre, n'est effectivement rien d'autre que ce qu'il fait. Il n'est rien d'autre que sa vie et il se définit de par les choix qu'il effectue, les buts qu'il se fixe. Cette thèse-là a donc des conséquences extrêmement importantes si on suit Sartre. En effet, si l'on suit l'idée de Sartre, ça veut donc dire que tout ce que l'on est comme individu, ce n'est rien d'autre que le résultat de nos propres choix. Par exemple, si vous êtes un gros lâche ou un gros paresseux, ben Sartre va vous dire, vous ne naissez pas lâche, vous le devenez de par les choix que vous faites. La lâcheté, c'est un choix, c'est une action que vous commettez. Donc, vous n'êtes pas lâche avant de faire un choix lâche qui fait que vous le devenez. Et c'est donc la même chose pour toutes les caractéristiques qui façonnent votre vie. Ça veut donc dire que vous ne naissez pas comme une personne généreuse ou bonne, vous devenez généreuse ou bonne de par les choix que vous faites, les décisions que vous prenez et les buts que vous vous fixez. Donc, si on prend par exemple le célèbre meurtrier canadien Luca Rocco Magnotta, si on suit la pensée de Sartre, ça voudrait dire que Magnotta n'est pas né tueur, n'est pas né psychopathe, mais il l'est devenu de par les choix qu'il a faits dans sa vie, notamment en faisant le choix de tuer quelqu'un contre son gré. Donc, pour vous définir en tant qu'être humain, Sartre nous dit que vous allez faire des choix, vous allez vous fixer des buts et poser certaines actions. Et ces choix et ces actions-là que vous commettrez dans le cours de votre existence, c'est ce qui vous définira, c'est ce qui donnera la valeur à votre existence. Donc, si vous voulez devenir un rappeur ou une rappeuse célèbre, ben Sartre vous dira, vous devez le devenir, vous devez faire les choix pour le devenir, parce que sinon, si vous ne le faites pas, vous ne pouvez pas vous plaindre de votre condition. Il n'en tient toujours qu'à vous de prendre des décisions, de faire des choix pour vous définir constamment. Mais ça, c'est votre responsabilité. Et la triste réalité, les amis, c'est que vous n'avez pas le choix de faire des choix. Vous êtes constamment obligé de vous projeter dans l'avenir, nous dit Sartre. Pourquoi? Parce que rien n'est certain et que vous êtes constamment dans l'obligation de vous réinventer. Ça se peut très bien que vous vouliez devenir médecin, que c'est l'objectif de vie que vous vous donnez, mais il se peut très bien que cet objectif de vie-là soit remis en question. Par exemple, s'il y a un membre de votre famille qui est malade et que vous êtes obligé de lâcher vos études pour vous occuper de ce membre-là de votre famille, ben là, vous allez être obligé effectivement de faire des choix différents et ces choix-là vont toujours définir l'existence que vous allez mener. C'est un peu comme moi, j'aurais rêvé d'être ballerine, mais ça où je me disais, JP, t'as tellement un bon coup de bassin que tu vas éclipser tout le monde, tu vas faire ombrage à tout le monde, fait qu'aussi bien laisser un petit peu de chance aux autres. Fait que je suis devenu prof de philo à la place. Et dès lors qu'on réalise un projet, nous dit Sartre, ben on est déjà en train de se projeter vers un autre projet. On est toujours en train de se poser un autre but, un autre objectif que l'on cherche à atteindre. Ce qui fait que pour Sartre, l'existence humaine, elle est toujours en devenir. Elle est toujours en train de se projeter dans le devenir. Mais si nous ne sommes rien d'autre que ce que nous faisons, c'est-à-dire que nous ne sommes rien d'autre que nos choix, que nos buts que nous nous fixons ou que les actions que nous nous posons, ça veut dire qu'on ne peut pas se plaindre de notre condition actuelle. Ça veut aussi dire que si vous haïssez votre vie présentement, que vous vous faites chier
chier en tabarnak à écouter un cours de philo, ben, il n'y a personne d'autre à blâmer que vous-même. Parce que même si vous dites « Ah, moi, je suis pas ici parce que ça me tente. Ah, c'est ma mère qui m'oblige. » Ben, ça va vous dire, vous pouvez pas blâmer votre mère pour votre condition. C'est vous qui faites quand même le choix d'obéir à votre mère et donc de suivre ce fameux cours de philo-là. En définissant l'être humain comme un projet, Sartre pose donc un jugement qui est catégorique. Notre liberté est totale et absolue. Et non seulement nous sommes libres, mais nous sommes condamnés à être libres. Pourquoi la liberté, ce serait un châtiment, une punition, quelque chose qu'on devrait assumer et porter comme une croix ou un fardeau? Ben c'est simple, c'est qu'étant donné qu'on est constamment libre, ça veut aussi dire que l'on est constamment obligé de faire des choix. Et refuser de choisir, c'est encore choisir, selon Jean-Paul Sartre. Donc, dans l'optique sartrienne, constatez par exemple qu'il y a du racisme dans votre communauté, puis rien faire pantoute, ben c'est comme donner son aval au racisme. Ne pas choisir, ne pas poser d'action, ne pas faire de choix, c'est encore faire un choix. L'indifférence et l'inaction sont donc toujours des choix selon Sartre parce que nous sommes absolument libres. Il n'y a rien qui nous contraint. Nous avons toujours la possibilité et voire même l'obligation de faire des choix. Et là, je vous entends dire déjà, « Ouais, mais là, JP, ça n'a pas rapport ce que tu dis. C'est pas vrai qu'on est libre tout le temps. La preuve, on choisit pas dans quelle famille on vit. On choisit pas dans quel milieu socio-économique on apparaît. On choisit pas de quoi on a l'air, de comment on est fait. On choisit pas nos habiletés. On choisit pas si on est en santé ou si on est malade. Tout ça, c'est des choses sur lesquelles on n'a aucun contrôle. Fait qu'on n'est pas véritablement libre totalement, comme le dit Sartre. On peut même prendre l'exemple de Jean-Paul lui-même. Même si on dit que Jean-Paul était libre de devenir top modèle s'il l'avait voulu dans sa vie, il n'aurait jamais pu le devenir. Check-les comment il est laid. On dirait un squelette qui se crosse après une couverture de char. Eh bien, Sartre va quand même prendre la peine d'ajouter des nuances quand même à cette liberté absolue-là. C'est-à-dire que Sartre va admettre que notre liberté est toujours en situation. Qu'est-ce que ça veut dire? Ben, ça signifie simplement que notre liberté apparaît toujours dans un cadre qu'on n'a pas choisi. Donc, quand on pense effectivement à son lieu de naissance, sa classe sociale, son entourage, tout ça, c'est des choses qu'on ne choisit pas. Hein? On est jeté dans le monde et on est jeté dans ces conditions-là, dans cette situation-là qu'on n'a pas choisi du tout. Cette situation, ces conditions dans lesquelles vous vivez et que vous n'avez pas choisi, ben Sartre va dire que c'est le point de départ de la liberté. Parce qu'à partir de ce moment-là, c'est vous qui choisissez si vous respectez ou si vous dépassez les limites qui vous ont été imposées. Autrement dit, même si vous apparaissez dans un contexte que vous n'avez pas choisi, ben vous avez quand même le choix d'accepter ou de dépasser ces limites-là. Par exemple, une personne qui serait mobilisée à la guerre, comme Jean-Paul a été mobilisé pendant la Deuxième Guerre mondiale, ben même s'il ne veut pas participer à la guerre, il a quand même toujours le choix de ne pas la faire. C'est-à-dire, il peut très bien mener cette guerre-là, ou il peut s'enfuir, devenir fugitif, ou il peut se suicider. Mais dans tous les cas, il a toujours le choix. Et c'est ça la réalité de notre liberté. C'est-à-dire que notre liberté absolue fait en sorte qu'on a toujours le choix, peu importe notre condition. Donc la liberté, c'est pas juste cool, parce qu'au final, on se rend compte aussi que c'est un maudit gros fardeau, parce que ça mène inévitablement au fait que si on est toujours libre, ben on est aussi toujours responsable. Donc, si vous êtes entièrement libre et que par conséquent, vous vous définissez uniquement de par les choix et les actions que vous faites, vous ne pouvez jamais, selon Sartre, vous réfugier derrière une excuse. En effet, vous êtes totalement libre, mais ça veut donc dire aussi que vous avez une responsabilité illimitée quant à votre condition. Et ça, c'est un petit peu plus dur à assumer. C'était bien facile avec Freud d'excuser le fait qu'on ait crissé un coup de poing en pleine face à notre père parce qu'on a perdu une game de Twister contre lui. C'était simple. Il s'agissait de dire « Excuse-moi, papa, ce sont mes pulsions de mort qui sont revenues à la conscience et qui m'ont malheureusement fait agir contre ma volonté. »
Mais avec Sartre, qui nous dit que nous sommes des êtres complètement libres, ça veut donc dire que nous avons aussi une responsabilité illimitée et que tous les choix ou les actions que l'on pose ne reposent ultimement que sur nous-mêmes. C'est-à-dire que nous sommes toujours responsables des actions que nous posons. Rocco Magnotta ne peut donc pas invoquer des antécédents psychiatriques ou psychologiques pour excuser sa conduite et le fait qu'il a tué quelqu'un, parce que selon Sartre, nous sommes fondamentalement libres et donc entièrement responsables des actions que l'on commet. Ça veut donc dire qu'il faut prendre sur nous l'ensemble des conséquences qui pourraient découler de nos actions. Cette incapacité à assumer notre liberté totale et surtout à assumer notre responsabilité illimitée, c'est là le problème que Jean-Paul Sartre va attribuer à Adolf Eichmann dont je vous parlais tout à l'heure. Les bourreaux nazis, qu'ils aient tué des gens parce qu'ils répondaient aux commandements qu'on leur donnait ou non, n'en demeurent pas moins coupables, responsables des actes qu'ils ont commis, parce qu'ils ne sont rien d'autre que les choix qu'ils font dans leur vie. Ils sont entièrement libres, ils ont toujours le choix de prendre une autre décision selon Sartre. Ils ne sont rien d'autre que les choix qu'ils posent et dès lors responsables des conséquences qui en découlent. Et l'attitude de la personne qui cherche constamment des excuses pour justifier sa conduite, puis qui refuse toujours de faire face à ses actions, de faire face à elle-même, ben Jean-Paul Sartre va dire que cette personne-là fait preuve de mauvaise foi. Et ça, des gens qui font preuve de mauvaise foi, il y en a un méchant paquet. Allô, la police! Effectivement, je pense qu'on pourrait dire sans trop se tromper que contrairement à ce que pensaient Descartes, c'est pas la raison la chose la plus communément partagée dans le monde, c'est la mauvaise foi. La mauvaise foi, c'est quoi? Ben, c'est tout le monde qui dit « Oh, moi, je fais pas de sport, j'ai pas le temps dans ma semaine. » C'est ceux aussi qui disent « Moi, je suis célibataire parce que j'ai jamais connu personne qui en valait vraiment la peine. » C'est de la mauvaise foi quotidienne, ben ordinaire, mais de la mauvaise foi quand même, selon Sartre. La mauvaise foi, c'est aussi Donald Trump qui dit qu'à chaque fois qu'il y a quelque chose de tout croche qui se passe aux States, c'est jamais de sa faute, mais c'est toujours celle d'Obama, des Mexicains ou des maudits médias qui transmettent des fausses nouvelles. Donc la mauvaise foi, c'est le rapper cheap qui n'assume jamais ce qu'il fait. Hey, hey, hey! C'est pas de ma faute! Ma mère dit que c'est parce que j'ai des gros os. Bref, la mauvaise foi, c'est l'apanage de ceux qui sont incapables de faire face à eux-mêmes, qui sont incapables d'assumer la responsabilité qui vient avec leur propre liberté. Ils chercheront donc toujours des excuses pour justifier leur conduite plutôt que de faire face à eux-mêmes. Allô, encore la police! Mais le danger avec la philosophie de Sartre, ce serait de l'interpréter strictement comme une philosophie très individualiste, c'est-à-dire que finalement, on serait responsable de nous-mêmes, de notre vie, de nos choix, mais que dès lors, on ne serait pas aussi responsable du reste de la communauté dans laquelle on existe, justement. Or, c'est pourtant tout le contraire pour Jean-Paul Sartre, parce que selon lui, nous ne sommes pas simplement responsables de nous-mêmes, mais nous sommes aussi responsables de tous les autres individus. Pourquoi exactement? Parce que selon Sartre, en s'engageant dans l'avenir, en faisant des choix qui vont le définir, l'homme engage aussi l'humanité tout entière. En agissant, en posant des actions et en faisant des choix, l'être humain se crée certes lui-même, mais il crée en même temps l'image de l'être humain tel qu'il devrait être selon lui. Autrement dit, à chaque fois qu'on agit, on projette en même temps l'image idéalisée de ce que nous considérons être un bon être humain. Donc, si on pose un geste généreux, si on va porter aide à autrui, si on laisse tomber un ami, si on est honnête quand on fait notre déclaration d'impôt à la fin de l'année, ben, on le fait toujours et on laisse toujours par le fait même entendre que c'est la bonne action à faire. Quand on agit d'une certaine manière, c'est qu'on considère que c'est bon non seulement pour nous, mais aussi pour l'humanité tout entière, selon Sartre. Fait que tu sais, des fois, vos parents ou bien le monde qui vous disent «
fais ce que je dis mais pas ce que je fais, ben ce monde-là en fait se ment à eux-mêmes parce que selon Sartre, dès lors qu'on pose un choix pour nous-mêmes, pour nous définir, c'est que implicitement on considère que cette action-là c'est la bonne, pas seulement pour nous, mais pour toute l'humanité. Donc même si nous sommes totalement libres et que nous pouvons faire les choix que nous voulons, nous engageons toujours l'humanité tout entière dans nos actions selon Sartre. Ça veut donc dire que l'on est aussi toujours responsable des autres à chaque fois que l'on agit. Donc agir et donner un sens à notre vie, ça signifie aussi être responsable des autres lorsque l'on agit. Comme je le disais tout à l'heure, s'il y a bien une chose qui est partagée dans le bas monde, c'est bien la mauvaise foi. Puis ça nous démontre donc aussi que s'il y a bien une chose dont les gens ont horreur, c'est d'être responsable de ce qui arrive. L'une des très belles expériences à cet égard-là qui prouve cette idée-là, c'est la fameuse expérience de Milgram. L'expérience de Milgram, c'est une expérience qui a été menée par le chercheur Stanley Milgram en 1963 et qui visait à évaluer notre degré d'obéissance face à l'autorité. Donc, pour mener à bien cette expérience-là, Stanley Milgram a publié une annonce dans le journal où est-ce qu'on disait qu'on recherchait des gens pour participer à une expérience sur la mémorisation. Lorsqu'il arrive sur le site pour mener cette expérience-là, le participant est accueilli par deux scientifiques. L'un d'eux est prénommé Bob, il est très accueillant, très chaleureux, très souriant, et l'autre est un scientifique plutôt froid, distant, qui ne parle que très peu et avec un air très sévère. Bob est ensuite amené dans une pièce à part et installé sur une chaise qui est elle-même connectée à des électrochocs. Tout ça se fait toujours sous le regard du participant. L'expérience débute par la lecture d'un questionnaire par le participant que Bob doit mémoriser. Or, notre participant doit affliger un choc électrique à chaque fois que Bob se trompe dans sa mémorisation. Plus Bob se trompe et plus les décharges électriques qu'on lui afflige augmentent en intensité. Notre participant assiste et entend donc les cris de Bob qui souffre jusqu'à ce que Bob sombre dans le silence et qu'on le présume mort. Durant l'expérience, le scientifique très sévère a pour rôle finalement d'inciter notre participant à infliger toujours des charges électriques plus intenses à Bob qui est incapable de mémoriser le questionnaire. Il est donc en quelque sorte la figure d'autorité qui exige du participant qu'il continue l'expérience quoi qu'il en soit. Mais ce que le participant ne sait pas, c'est que nos deux scientifiques, le scientifique sévère et Bob, sont en fait des acteurs. En effet, Bob ne reçoit pas vraiment de choc électrique. Il fait semblant d'en recevoir et il va faire semblant de mourir à la fin de l'expérience. Ce qu'on évalue plutôt, c'est le degré d'obéissance du participant lorsque le scientifique sévère va lui exiger et lui demander de continuer l'expérience, même si on voit et on entend que Bob souffre beaucoup et qu'il y a quelque chose qui cloche. Notre participant est donc convaincu d'avoir participé à une séance de torture qui a ultimement tué quelqu'un. Or, c'est exactement ce qu'on cherche à évaluer. Dans quelle proportion les gens tueraient-ils quelqu'un d'autre si on leur exigeait, si on leur donnait le commandement de le faire? L'expérience de Milgram menée en 1963 montre que 62% des volontaires qui ont participé à l'expérience ont administré des chocs qui auraient provoqué la mort effective de Bob. Ça semble quand même important parce qu'on montre ici qu'il y a plus de la moitié des gens qui seraient prêts à tuer quelqu'un d'autre s'ils étaient dans l'obligation de le faire. Mais ce qui est encore plus intéressant, c'est qu'on a reproduit cette expérience-là durant les années 2000, mais cette fois dans un nouveau contexte. En effet, en 2009, on a reproduit l'expérience de Milgram en France, dans le contexte d'un jeu télévisé. Donc, notre participant volontaire n'avait pas l'impression de participer à une expérience sur la mémorisation, mais pensait plutôt qu'il participait à un jeu télévisé où est-ce qu'il avait de l'argent à gagner. Notre participant devait encore une fois faire mémoriser des mots à une personne qui était fixée sur une chaise connectée à des électrochocs et notre scientifique sévère était plutôt remplacé par une animatrice. Et pour ajouter à la pression que va exercer l'animatrice
sur le déroulement du jeu en encourageant notre participant à toujours envoyer des décharges électriques plus fortes, on ajoute à cela un public qui réagit en live aux actions de notre participant. Encore une fois, notre participant ne sait pas que tout ça, c'est un coup monté et que ce ne sont que des acteurs. Donc, il pense vraiment assister ici à une séance de torture live à la télévision. Les résultats de cette nouvelle mouture de l'expérience de 1000 grammes sont effroyables. Près de 80% des participants auraient mis à mort live un participant en pleine émission de télévision. D'ailleurs, les réactions du participant lorsqu'il envoie les décharges électriques à la personne qui est fixée sur la chaise sont particulièrement effroyables à regarder. Cette expérience-là a d'ailleurs fait l'objet d'un documentaire qui s'appelle « Le jeu de la mort » qui est disponible en intégralité sur YouTube. Je vous invite très fortement à aller visionner ça. Ça fait peur. Mais bref, le fait que les gens s'en remettent dans une si grande proportion à une autorité extérieure à eux prouve exactement le point de Sartre, c'est-à-dire que les gens ont horreur de se sentir responsables. En effet, les gens sont incapables d'assumer leur condition d'être libre, incapables d'assumer donc la responsabilité qui vient avec le fait de pouvoir faire des choix et de définir notre propre vie. Pour Sartre, il est donc fondamental de comprendre que nous sommes responsables non seulement de nous-mêmes, mais que nous sommes aussi responsables des autres. Donc la philosophie de Sartre, son existentialisme, n'est en rien un individualisme. Au contraire, il le dira lui-même, l'existentialisme est un humanisme. Dès lors, les autres occupent une place fondamentale dans l'existentialisme sartrien. Et c'est d'ailleurs ce qui va amener le philosophe à dire que non seulement nous sommes des êtres de liberté, mais nous sommes aussi des êtres d'intersubjectivité. En effet, si les autres revêtissent une importance aussi capitale aux yeux de Sartre, c'est que dans le fond, notre propre conscience de nous-mêmes ne serait jamais possible sans la présence des autres. En effet, les autres sont indispensables à ma propre existence. C'est grâce aux autres que je prends conscience de moi-même. Donc, si je me sens drôle, insupportable, bête, gentil, doux, c'est parce que les autres me reflètent ce caractère-là que j'en prends conscience et que dès lors, je prends conscience de ce que je suis. Les autres sont en quelque sorte un miroir qui nous reflète ce que l'on est. Je suis donc telle ou telle chose parce que les autres le reconnaissent. Nous ne sommes donc pas simplement des êtres libres pour Sartre, mais nous sommes aussi des êtres qui sont constamment dans ces relations avec les autres, nous permettant de prendre conscience de ce que l'on est. Nous ne sommes donc que des projets qui prennent conscience d'eux-mêmes à travers les autres. Mais le problème, c'est que c'est aussi à cause des autres qu'on est un peu dans la merde. En effet, c'est l'autre qui me rend vulnérable de par le jugement qu'il va poser sur moi. En effet, on demeure constamment soumis au regard des autres et ce faisant, les autres projettent sur nous une image qui peut ne pas nous convenir. Quand les gens font tellement tout pour faire plaisir aux autres, c'est que dans le fond, selon Sartre, ces gens-là craignent le regard des autres, craignent le regard d'autrui. Ils ont peur des autres, ils craignent leur regard, leur jugement. Et cette crainte-là est tout à fait justifiée selon Sartre, parce qu'effectivement, il se peut fort bien que les autres posent sur nous des jugements qui ne reflètent pas ce que l'on est ou à tout le moins ce que l'on veut être. Et c'est pour ça que Sartre va dire « l'enfer, c'est les autres ». J'haïs tout le monde! Sartre va d'ailleurs mettre cette idée-là en forme dans une pièce de théâtre qui s'appelle Huis clos, qui est une extraordinaire pièce de théâtre qui met en scène des personnages qui se retrouvent tous confinés dans une même pièce et qui ne savent pas où est-ce qu'ils sont. Ils se rendent compte qu'ils sont finalement morts et on se rend compte que dans le fond, ils sont en enfer et que l'enfer, c'est justement d'avoir à supporter les autres. Attends une minute, toi! Si les autres posent un jugement sur nous, puis que nous, on est captifs de leur jugement, on n'est pas libre! Tain, mon tabarnak de Jean-Paul! C'est un bon essai.
essai, mais ça réfute absolument pas la théorie de Sartre. Parce que Sartre va dire, même si les autres posent effectivement un jugement sur nous et que l'on se sent prisonnier de ce jugement-là, nous avons toujours la liberté de nous en affranchir, de nous en libérer. Câlisse! Parce que je suis effectivement toujours libre d'accepter ou de répudier cette image-là que les autres projettent de moi. Donc, il n'y a pas d'issue, on est toujours libre et responsable. Voilà qui met fin à cette ultime séance du cours en philo 2, Enfer et damnation, chers amis. C'est maintenant terminé. J'ose espérer que ce cours, dans son intégralité, vous a émerveillé, enchanté, surpris, choqué, mais surtout que ça vous a permis de passer une belle session dans le fun, la joie, l'allégresse et que peut-être même ça vous a permis de piquer votre curiosité intellectuelle et d'apprécier un peu plus la discipline philosophique. De la part de René Lévrier, moi-même, de même que Monsieur Ketchup et du Rapper Cheap, nous vous souhaitons une très bonne continuation dans vos études. Qui sait, peut-être qu'on se reverra en philo 3. Mais d'ici là, n'oubliez surtout pas de sombrer dans l'excès, le vice, le chaos et le rock'n'roll!